Salut tout le monde. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous avertir que j'ai eu un problème de micro lors d'enregistrement des 15 premières minutes, donc on ne m'entend pas lors des 15 premières minutes. Et j'ai fait une voix off du coup pour remplacer ma voix a posteriori, donc ça remplace ce que je disais et ça n'entache pas trop la discussion globale qu'on a eue lors de ce podcast qui dure un peu moins d'une heure. On a voulu faire un truc condensé pour que ce soit plus agréable pour vous de l'écouter sur Sheffield, l'approche de la compétition, etc. Une discussion entre potes avec Pana et Tiff, et c'était vraiment un truc sympa à enregistrer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous, on a eu à le faire. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire de retours, etc. Et puis, bah, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne écoute. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bienvenue dans un nouvel épisode de Last Warm-Up. Donc aujourd'hui avec nous, c'est le premier épisode de la série de Preview Sheffield. Et donc avec nous, on a deux athlètes français. On a prévu de faire ça avec tous les athlètes français qui participent. Et du coup, ce soir, on commence avec un coach et un athlète qui tous deux participent cette fois. Donc voilà. Avec nous, on a la 47, la GOAT des 47, qui n'est pas partie à New York pour prendre des cours de deadlift, qui a mis la pression à tout le monde à la salle pour progresser leur bench, et qui d'ailleurs bench plus que 95% de la population libanaise. Tiffany Chapon. Je pensais que tu allais dire mondial, mais Libanais, c'est 95. Libanais, c'est pas trop C'est mal pas en vrai. 95. Nous avons aussi avec nous le cambrioleur international de goûter, le futur propriétaire d'une station balnéaire à Mykonos, vu le nombre de briques. Yes, sir. Yes, sir. Merci de m'inviter sur le podcast. Je suis très, très, très content. Content de voir qu'il y a un podcast français, franco-libano-français, qui fait du contenu sur le power. Donc, ça me fait plaisir de participer avec vous. Yes. Merci de nous avoir rejoints. Du coup, si vous voulez vous présenter un peu, je pense que tout le monde vous connaît, mais voilà. Honneur à toi, Tiffany. Ok, moi c'est Tiffany Chapon, Turbotif sur les réseaux. Je suis triple championne du monde en force athlétique. Et voilà, je pense que c'est ce qui me définit. Ça pose le contexte. Du coup, Pana, a.k.a. The Panache ou The Ganouche pour les intimes. Je suis pas mauvais au bench. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et ouais, non, champion du monde actuel en moins de 66 kilos. Actuellement en pleine prépa Sheffield à 2 titres, puisque je participe en tant qu'athlète et je participe aussi avec Tiff en tant que coach. Donc, ouais, clairement, c'est le meilleur moment pour être en vie et être un powerlifter. Donc, on est en train de faire des belles choses avec le power dans le monde entier. Je suis trop, trop, trop content de faire partie de cette dynamique-là et d'être à cette place-là. Donc, voilà. On va revenir sur cette année 2023 assez chargée, notamment les championnats du monde qui vous ont permis de vous qualifier à Sheffield, mais toutes les compétitions. Pana un peu plus que Tiffany. Il a PR au compète, gros. Je crois que c'est la première fois. Il y a moyen que ce soit la première fois de ma vie que je fais autant de compètes sur une année. Je crois que j'ai fait Ah ouais, 6 t'as fait trop de compètes. Je te jure, il y a Nicolas, il augmente son total chaque année. Pana, c'est son nombre de compétitions. compètes. On va revenir plus spécialement sur les championnats du monde qui vous ont permis de vous qualifier à Sheffield 2024. Là, vous avez tous les deux été champion du monde, pardon. Tiffany, d'une part, tu as une nouvelle concurrence dans ta catégorie. Tu es un peu moins seul dedans. Et bien évidemment, il y a toujours Razer, mais il y a l'arrivée d'Aurélie et de Jessica Espinal, la canadienne et l'américaine. Et toi, Pana, t'en as un peu parlé sur le podcast avec Ryan. Tu avais ce statut d'outsider en arrivant à la compétition. Euh, Donc, ouais, comment tu l'as géré et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette championnat du monde? Alors, pour le coup, je me suis jamais considérée comme étant seule dans ma catégorie parce que je me considère pas forcément plus forte que les autres ou quoi que ce soit, même si je sais que sur la compétition, voilà, il y a un niveau au-dessus, mais je me suis jamais considérée comme étant seule dans ma catégorie. Après, c'est vrai que cette année, il y a eu plus de concurrence. Donc, il y a eu Aurélie, il y a eu
bah, il y a eu Heather encore qui était là. Enfin bref, il y avait beaucoup plus de 47. Moi, personnellement, d'un point de vue sportif, ça m'a fait plaisir parce que la catégorie commence à se remplir, etc. Maintenant, d'un point de vue personnel, je vais pas dire que ça ne m'a pas mis de pression parce que ce serait mentir. Ça m'a forcément mis un petit peu de pression de voir sur les réseaux ce qu'elle pouvait faire, etc. Maintenant, j'ai essayé de le faire et au maximum. J'ai essayé vraiment de me concentrer sur moi-même. C'est vrai que j'ai eu des phases un petit peu plus compliquées où on en a parlé avec Pana, où vraiment je me concentrais un petit peu plus sur ce que elle pouvait faire que sur moi. Et au final, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bénéfique. Donc, en vrai, d'un côté, je suis vraiment contente. D'un autre côté, j'essaye vraiment d'y faire un petit peu plus abstraction. Et voilà quoi. En fait, si je veux rebondir sur un truc, et comme ça, bah, ça pourra aussi introduire un peu, moi, mes championnats du monde à moi. En fait, il y a un truc que les gens ont tendance à oublier, c'est que, bon, euh, on a un très bon souvenir court terme de qui a fait quoi, qui a fait quelle performance. Et évidemment, bah, Latif, elle s'est présentée triple championne du monde. Donc, du coup, c'est facile de se dire, OK, bah, Latif, toute sa carrière, elle a que fait gagner. Elle a toujours été la numéro 1 en prévisu, etc. Tout le monde pensait que c'est elle qui allait gagner. Sauf que c'est complètement faux, puisque bah, la première année où Tiff est championne du monde, elle est censée être contre Heather Connor, qui est bah, du coup la numéro 1 à ce moment-là. Et en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, Tiff, elle est encore junior. Donc, c'est-à-dire que bah, elle a le choix soit de faire la compète en open, entre guillemets, dans le grand bain ou avec les juniors. Et pour cette année-là, 2021, bah, elle avait décidé de faire la compète en open, alors qu'elle était contre Heather Connor, qui, à ce moment-là, du moins, bah, c'était la numéro 1, moins de 47, dans l'histoire, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, en fait, c'est ce truc où c'est important de toujours se rappeler que le meilleur au monde, le numéro 1, il n'est pas numéro 1 parce qu'il a gagné ci ou il a fait ça, il est numéro 1 parce qu'il accepte de prendre tout le monde n'importe quand. Et à chaque compétition, tu remets ton titre de numéro 1 en jeu. Et bah, du coup, Tiff, cette année, c'est avec cet état d'esprit-là qu'elle a attaqué les championnats du monde, qu'on a aussi attaqué les championnats du monde dans sa prépa, de bah, écoute, on est prêt à remettre le titre en jeu. Si quelqu'un doit être meilleur que toi, bah, ce sera cette personne-là la numéro 1. Mais une chose est sûre, on va tout faire pour que ce soit toi la numéro 1. Et c'est à toi aussi de tout donner le jour J. Et du coup, pour faire un parallèle avec moi, bah, voilà, 2021, j'ai aussi été champion du monde. 2022, j'ai remis mon titre en jeu, je l'ai perdu. Donc, c'était pas moi le numéro 1. Et là, 2023, bah, j'étais en mode, je suis prêt à tous les sacrifices, en fait. Je suis prêt à tout faire. Toutes les cartes sont rebattues à tous les championnats du monde, en fait. C'est ça qui est stylé avec ce sport. Et du coup, bah, même si tu as fait de la merde l'année d'avant, bah, il tient qu'à toi de te rattraper. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire cette année. Et c'est ça qui a réussi, enfin, qui a contribué du coup à ma victoire sur ces championnats du monde. Parce que je pense que les gens ont peur de faire face à la concurrence, de faire face au moment en fait. Et non, l'athlète se détermine par ses moments. Et si à un moment tu fais de la merde, bah faut accepter les conséquences de ça. Moi en 2022 j'ai fait de la merde, j'ai accepté les conséquences. Et bah après il tient qu'à toi de réattaquer, tu vois. Et donc voilà, c'est avec cette mentalité-là que j'ai attaqué 2023 pour mes championnats du monde et aussi qu'on les a attaqués avec Tiff pour ses propres championnats du monde à elle. J'aimerais plus spécifiquement pour toi, Pana, revenir sur un point un peu que j'aimerais aborder avec toi. Aujourd'hui, on a 5, 6, 7 athlètes qui totalent autour de 700 kilos total en moins de 66. Mm. On en parle souvent avec Mathieu. Et toi, en fait, tu un peu cette tête d'affiche des moins de 66 sur les réseaux. Donc, ça a tendance à masquer un petit peu le reste des athlètes. Et on voit pas mal de jeunes qui ont tendance à dire que bah voilà, Pana, il est sur la fin, Pana, il est finito. C'est un peu quoi ta réponse à apporter à toutes ces personnes? Et bah, un peu une réponse globale à tous ces gens-là. Bah, il les appelle des short guys, hein. Non, Tu sais ce qu'il les appelle, hein? ma réponse, elle est simple. Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, tout se règle sur le plateau. Tu vois, tu peux dire oui, je vais faire ci, Pana, il va pas faire ça. Ben regarde, c'est championnat du monde. Il y avait des gars qui devaient faire ci ou ça, et moi, des gens qui s'attendaient pas à ce que je fasse ce que j'ai fait. Et voilà, donc ma réponse, c'est ça. Ma réponse, c'est bien de parler. Et je vais pas faire le mec, parce que bah, moi aussi, je suis le premier à parler sur les réseaux. Et les réseaux, c'est fait pour ça. Les gens qui disent, ouais, tu parles trop sur les réseaux, en fait, c'est le concept du réseaux sociaux. C'est ça, en fait, c'est de communiquer, c'est de parler. Donc si tu as des réseaux et que tu parles pas, bah, en fait, tu n'as pas compris l'essence même du bail.
Donc, c'est pas dans le sens, faut qu'ils arrêtent de parler. Non, chacun est libre de parler, chacun est libre de créer la hype qu'il a envie de créer autour de ses performances, son deadlift ou quoi que ce soit. Moi, une chose est sûre, c'est que je prends rien pour content. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on va régler le jour J sur le plateau. Donc, tu as beau avoir fait 3,20 au terre la semaine d'avant, me promettre monts et merveilles, me promettre la lune. Moi, tu me donnes ce que tu as donné le jour J et pas truc, tu vois. C'est Toi, pas, tu c'est pas, sors un album de rap bientôt ou c'est comment? Non, mais c'est simple, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un concurrent dans ma catégorie qui est très très fort au deadlift, qui s'appelle Brian Lee, qui récemment a deadlifté 3,20. Il y a des gars, ils m'ont envoyé le truc en DM en mode Oh, Pana, il est fini, Pana, il est fini. D'ailleurs, le mec s'est trompé parce qu'il m'a envoyé ça à moi en me disant Pana, il est fini. Donc, juste, c'était marrant. J'étais en mode Bro, ça, il l'a déjà fait une semaine avant les mondes. Et le jour des mondes, bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que ça, c'est un truc, je pense que les gens ne comprennent pas tant qu'ils ne sont pas arrivés à ce moment-là à haut niveau, à très haut niveau, du coup, en power. C'est, tu vois, par exemple, Tiff, elle a déjà fait 175 au deadlift. Mais sauf que là, si demain je dis à Tiff, vas-y, deadlift 175, ben, peut-être que ça va pas passer. Peut-être que ce jour-là, elle va deadlift que 165. Parce que c'est pas parce que tu as fait une fois une performance que tu es capable de tout le temps la répéter, indépendamment du contexte et des circonstances. Donc oui, on s'entraîne dur, on vient avec nos performances, avec nos meilleures barres qu'on a fait à l'entraînement. Mais ce qui compte en power, c'est ce que tu fais le jour J. Et ce que tu fais le jour J, c'est ça qui détermine le classement, c'est ça qui détermine si tu es champion du monde, deuxième, cinquième, huitième. Et donc, que le niveau monte dans ma catégorie, bah, je suis content en fait. Je suis trop content. Je me dis, j'ai pas envie d'être le champion dans une catégorie que les gens estiment faible. Tu vois ce que je veux dire? Je veux être le champion quand bah, il y a 5 gars qui sont ultra chauds. Tout le monde est en mode, oh, lui il est trop chaud, lui il est trop chaud, lui il est trop chaud. Et bah, ce qu'il faut, c'est être le meilleur parmi les mecs chauds et pas être le meilleur parmi les mecs rincés, tu vois. Donc, non, je suis content. Et est-ce que je suis finito? Je sais pas. Je pense honnêtement être plus proche de la fin que du début, ça c'est une évidence. Mais je pense que j'ai encore quand même 3, 4, 5 bonnes années bien solides devant moi. Où, tu vois, si j'arrive à encore gagner quelques titres comme ça, genre 2, 3, 4 titres mondiaux, ça commence à faire un palmarès. Après, quand tu vois des gens comme Tony Cliff, tu vois, et les personnes qui durent vraiment dans le sport, tu te dis tout est possible en fait. Donc, Ouais, bien sûr. ouais. Ce serait plutôt mentalement, tu vois ce que je veux dire? Genre, je Ouais, sais pas si je vais ouais, faire ça encore très longtemps parce que ouais, c'est très taxant mentalement. Tu as du mal à te concentrer sur autre chose dans ta vie. ouais, clairement. C'est pas forcément le côté physique qui me fait peur, genre en mode dans 3 4 ans, physiquement je serai plus au truc. C'est plutôt est-ce que j'aurai encore la grinta, tu vois, est-ce que j'aurai encore cette faim que j'ai actuellement? Je sais pas. Ce qui a pu jouer au Ok. niveau des championnats du monde, à mon sens, c'est que bah, toi, par rapport à notamment Kyota et Brian Lee, qui viennent d'entrer en IPF, c'est que tu es déjà assez mature, tu connais le plateau international, Mm. tu sais comment à peu près tu vas réagir, comment tu vas être fort, bah, en fait, un peu comment gérer ton match, etc. Là où les deux autres, bah, on en a parlé, tu vois, le manque d'expérience, ça se ressent. Et j'ai vraiment envie de dissocier bah, une compétition France, FF Force, à l'IPF, ça n'a rien à voir. Et pour moi, Brian Lee, c'est pas tant que ça de sa faute. Kyota un peu plus, mais vraiment, c'est une maturité qui a joué. Mm. Et puis voilà, quoi, tu les bats parce que, ouais, comme je dis, Brian Lee, c'est pas forcément une erreur. Si, quand même, je trouve, hein. Ouais, clairement. Mais en fait, ça, c'est un truc que je comprenais pas au début, tu vois, et j'ai fini par le comprendre. Au début, quand j'ai commencé, on me disait, c'est pas toujours l'athlète le plus fort qui gagne. Et tu vois, enfin, ça a aucun sens dans un sport de force. Bah si, c'est l'athlète le plus fort qui gagne. Mais en fait, non. Parce que tu peux être plus fort que le mec, mais le jour J, par exemple, je sais pas, tu te chies dessus et tu fais de la merde, bah c'est toi le plus fort, mais bah non, t'as pas gagné. Ou alors, tu peux avoir une stratégie de compétition débile, ne pas mettre les bonnes barres, et bah, tu es encore plus fort, mais tu as perdu. Ou alors, tu peux être plus fort, mais tu gères mal ton cut, donc bah, tu es plus fort, mais tu as perdu. Donc, il y a plein de trucs, et la performance sportive, c'est pas quelque chose qui se résume à non, c'est moi le plus fort, donc c'est moi qui vais gagner. Donc, donc oui, clairement, je suis d'accord avec toi, dans le sens où bah, en fait, c'est tout un package qui fait un athlète, qui fait un champion. Et bah, tu as la mentalité, le choix des barres, la stratégie de jour J, la maturité, la force, hein, évidemment, aussi, c'est un critère très important. Mais il n'y a pas qu'un truc, en fait. Et on a tendance un peu à l'oublier. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, tout se règle sur le plateau le jour J. Mm. Tu peux avoir fait 4000 à l'entraînement, je m'en fous. J'attends de voir, Clairement. voilà, j'attends de voir à l'entraînement. Ce que je veux, c'est voir ce que tu vas faire le jour J, tu vois. Mm. Justement,
J'avais une question à te poser sur ça, Pana. Vu que tu les as faites. Du coup, tu as gagné les France, tu as gagné les Europes aussi. Mais t'as pas, disons, tu as réalisé un meilleur total que ce que tu as fait au monde. Est-ce que c'était parce que you were chasing numbers, parce que tu voulais aller chercher ce record du monde, ou parce qu'il y avait d'autres facteurs, ou c'est peut-être le fait d'avoir fait trop de compètes qui t'a un peu burn-out en fin d'année? Genre, comment tu vois ce fait que t'aies pas aussi bien performé aux Europes, qu'il n'y avait pas peut-être d'enjeu autant, ou c'était quoi qui a fait que tu aies réalisé ces totaux-là au lieu de faire plus, quoi? C'est une très bonne question. En fait, je pense que, tu sais, on a tous des périodes plus creuses dans nos entraînements et on a tous des moments où on est moins fort que d'autres. Donc, exemple tout simple, imagine qu'il y ait 6 moments comme ça dans l'année, je sais pas, il y a 6 périodes où tu vas être beaucoup moins fort que les autres périodes. Mm. Bah, en fait, si tu fais 2 compètes par an, il y a beaucoup moins de chances que ces moments-là tombent sur le moment où tu vas faire une compétition. Mm. Alors que moi, j'ai fait 6 compètes cette année, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément 1 ou 2 compètes dans le lot où ça va tomber à un moment où je suis dans un creux. Et en fait, ce qui s'est passé au championnat d'Europe, c'est juste tombé à un moment où j'étais dans un creux. Mes entraînements se passaient pas forcément très bien à ce moment-là, notamment le squat, qui allait pas du tout. Et c'est d'ailleurs là où j'ai fait le moins, hein, parce que j'ai fait 12,5 de moins au squat que ce que j'ai fait au championnat du monde. Donc, Ouais. c'est quand même, beaucoup. Et je fais du coup 15 de moins que les championnats de France, donc c'est quand même beaucoup. Et du coup, c'est sûr que si tu fais 2 compètes par an, tu as beaucoup plus de chances d'être dans un moment où ta forme est bonne, plutôt que comme moi, où Bien voilà. sûr. Et il y a un truc aussi, il faut comprendre, c'est que la compète, elle arrive, tu es prêt ou tu pas prêt, mais la compète, elle est C'est là. ça. Donc, tu peux pas dire ah non, je veux encore 3 semaines, s'il vous plaît. Non, la compète, c'est le 20 juin. Le 20 juin, il faut être prêt. Et si t'es pas prêt le 20 juin, tu vas pas faire une bonne compète. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé au championnat d'Europe. Après, pour répondre au reste de ta question, je pense pas que le fait que j'avais pas de concurrence ait joué parce que j'aime bien penser que j'ai pas besoin d'être poussé par les autres pour faire ce que je fais, mais force est de constater des fois que quand tu as des gens à faire taire ou tu as des gens à battre, ça pousse. Ouais, Donc, bien sûr. j'aurais tendance à dire non, je pense pas que ça ait joué, mais après, en fait, quand tu vois la dynamique que j'ai récupérée juste après les championnats d'Europe, sachant que je devais me préparer pour Sheffield, je pense que ça joue quand même un petit peu. Et du coup, toi, Tiffany, tu as fait le choix de ne pas faire les Europes. Ouais. Déjà, est-ce que le choix a été donné ou vous avez dû vous battre pour avoir ce choix-là? Et est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision en rétrospection? Alors déjà, on m'a laissé le choix de faire les Europes ou de pas faire les Europes. On m'a pas dit toi tu les fais pas ou toi tu les fais obligatoirement. Après cette année 2023, j'ai commencé l'année 2023 en faisant Sheffield. Après j'ai fait les Mondes. Après j'ai fait le Meet et je devais participer du coup au championnat de France, sauf que je n'ai pas fait le poids pour faire cette compétition-là. Ça m'a un peu impacté quand même mentalement d'avoir un petit peu échoué sur quelque chose dont j'ai l'habitude de toujours réussir parce que j'ai jamais loupé un cut. J'ai toujours fait le poids pour toutes mes compétitions. Et en fait, ça m'a un peu. J'étais pas très bien, même si en soi, c'était pas la compétition de ma vie, c'était pas un enjeu qui était super important parce que pour moi, c'était entre guillemets, et je dis bien des gros guillemets, juste les championnats de France. Et du coup, en fait, après ça, j'ai très longtemps réfléchi sur est-ce que je veux participer au championnat d'Europe ou non. Non pas parce que j'ai pas fait le poids et parce que je n'étais pas bien, mais parce que j'ai aussi des douleurs qui sont là depuis 1 an et demi, qui traînent, etc. Et que je voulais quand même préparer Sheffield correctement. Ça a été compliqué parce que les championnats d'Europe, comme toute compétition, c'est des compétitions qui me tiennent à cœur et qui sont super importantes pour moi. Donc, j'ai toujours en fait envie de participer à toutes les compétitions où je peux Bien y sûr. aller en fait. Donc, voilà. Après, j'ai fait le choix du coup de pas y participer. Avec du recul, je regrette pas mon choix parce que je pense que mentalement, j'avais aussi besoin de prendre ce temps-là pour moi, même si c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde ou quoi que ce soit. Et au final, on va dire qu'après après les Europes, j'ai quand même fait le mythe. Donc bon, j'avais quand même envie de remonter sur la plateforme. Mais voilà. Et
est-ce que tu penses que tu vas avoir un peu plus d'appréhension pour le cut cette fois à Sheffield ou tu vas y commencer un peu plus tôt? Tu penses que ça va t'affecter encore jusqu'à Sheffield, le fait de ne pas avoir fait le poids? J'aimerais dire non, mais je pense qu'il y a quand même une partie mentale qui va être là et qui va me rappeler que cet été, bah, j'avais pas fait le poids pour les France. Après, j'essaierai de vraiment pas me concentrer là-dessus parce que c'est très bien mentalement, si tu te concentres sur un truc et tout ça, ça peut biaiser un peu la situation. Donc, on va dire que là, je commence déjà à baisser mon poids, je prends pas le risque et on verra. Mais bon, voilà. Ok. Du coup, bah, Sheffield maintenant, prochaine compète, prochaine échéance. L'année dernière, vous y étiez allé en tant que coach athlète. Bah non, bah, vous êtes tous les deux athlètes là-bas. Waouh. Ça fait quoi, surtout bah, de A pour toi, Tiff, sachant que bah, c'est pas Pana qui va devoir gérer ton match, mais Cyril, du coup, de ce que j'ai cru Ouais. comprendre. Et pour toi, Pana, bah, ça fait quoi d'être là et de savoir qu'il y a ton athlète à côté de toi qui fait la même compète et que bah, il y a les enjeux qu'il y a et que toi, tu dois être focus bah, sur ta propre compète. Tu penses que ça va t'affecter plus ou moins? Comment tu perçois la chose? Bah, en fait, ce que je disais, c'est quand à chaque fois on me demandait alors Sheffield, je disais que aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis content de ne pas avoir été qualifié en 2023, du coup, pour Sheffield. Mm. Enfin, pour Sheffield 2023, du coup, pas là cette année, puisque voilà. Parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment de me focus à 100% sur TIFF. Et le truc, tu vois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi, Jean, de ton côté, où bah, tu as dit, ouais, TIFF, dès sa première compète, a été très mature. Et c'est le cas. Mais je pense que, tu vois, pour les grosses premières échéances, par exemple tes premiers championnats du monde, tes premiers, bon, à moindre niveau, par exemple les premiers championnats de France ou les premiers trucs, en fait, c'est là où je pense que tu as le plus besoin du soutien, parce que c'est là où il va y avoir le plus de nouveautés, le plus de choses à découvrir, le plus de choses qui vont être un petit peu jetées à ta gueule et à toi de savoir réagir. Donc du coup, je suis content d'avoir été là pour TIFF l'année dernière, puisque bah, ça n'a pas en plus été une compétition de tout repos. Donc, du coup, je suis content qu'on ait été ensemble dans ce tourbillon, tu vois, d'émotions et de circonstances qu'il y a eu. Mais je me dis que cette année, ayant vécu l'année qu'elle a vécue l'année passée, ayant déjà fait Sheffield une fois, ayant eu bah, son 3e titre de championne du monde cette année, je sais qu'elle sera prête et je sais que je pourrais très sereinement ne pas avoir à me soucier d'elle parce que je sais qu'elle va faire ce qu'il faut sportivement le jour J pour être, bah, un, à son meilleur niveau et deux, être fier de ce qu'elle a fait et de concrétiser le travail qu'on aura accompli à l'entraînement. Et à côté de ça, évidemment, je ne vais pas mentir, et bah, moi j'ai une immense fierté et une immense joie de participer en tant qu'athlète cette année. J'avais dit que l'année dernière, je voulais être athlète à Sheffield, après avoir vu un peu la dinguerie que c'était. Et du coup, je suis content. Donc en fait, on va dire que je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir vivre cette expérience-là avec Tiff en tant que coach. Mais je suis content de vivre cette expérience en tant qu'athlète à côté d'elle. Ok. Et du coup, Tiff, bah, ta réponse, tu le sens comment? Alors, moi, déjà, je suis très, 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 très contente et très fière que Pana participe cette année en tant qu'athlète. Parce que c'est vrai que bah, pour moi, Pana, c'est un ami, c'est un coach, mais c'est aussi un athlète qui est très, très grand à mes yeux. Et du coup, j'ai toujours voulu, et dès la première année, je l'ai dit, je veux que Pana participe à Sheffield. Je le veux. Je sais pas peut-être autant que lui, mais je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, je le veux vraiment beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je suis très contente du fait qu'il participe cette année. Après, moi, de mon côté, il l'a dit, je pense que et je vais tout faire pour être prête le jour J. Je me fais pas trop de billes par rapport au coaching, etc. parce que j'ai l'habitude d'être coachée par Cyril en compétition internationale. Et en plus, là, j'aurai 2 autres personnes avec moi, enfin une autre personne avec moi qui est Julien. Donc, c'est vrai que Julien, c'est un soutien émotionnel en plus pour moi. Et après, bah, voilà, on va faire ce qu'il faut sur le plateau. Et Le sale voilà, boulot. il n'y a pas le choix au bout d'un moment. Ouais. J'ai une question pour toi, Tiff. Je vais la poser sur le Voilà. podcast parce qu'à chaque fois que je la pose,
Ça fait comment maintenant de savoir que tu aurais pu ne pas tirer autant que tu avais tiré au monde 2022? En vrai, je m'en veux pas. Je Ah m'en ouais? veux pas parce que, alors, c'est vrai que vu comme ça peut être considéré comme débile en sachant les règles de Sheffield. Mm. Maintenant, pour moi, les mondes 2022, ça a été une des plus belles compétitions pour moi. J'ai tiré le record et d'un côté, je m'en veux pas. D'un côté, je sais que si je l'avais pas fait, potentiellement, à Sheffield l'année dernière, j'aurais pu avoir plus de pourcentage, etc. Mm. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire au monde, j'ai fait ce que j'avais à faire à Sheffield et je ferai ce que j'ai à faire à Sheffield 2024. Donc, franchement, je m'en veux pas et je suis quand même contente de l'avoir fait. En fait, sur ça, j'ai envie de rebondir parce que, tu vois, quand tu as certaines performances qui écrivent l'histoire d'un sport, exemple le record du Usain Bolt au 100 mètres ou des choses comme ça, Mm. tu vois, ça définit l'histoire d'un sport, ça a même défini peut-être même, je sais pas, une décennie ou quelque chose, tu vois, c'est une performance absolument incroyable. Bien sûr. Mais imagine ce jour-là, Usain Bolt, on lui dit, bah non, faut pas que tu battes le record aujourd'hui, faut que tu te réserves, faut que tu te préserves. Imagine, il le bat pas, et il n'y a aucun jour dans sa carrière qui se représente où il a la même forme qu'il a eu que lorsqu'il a établi cette performance. Bah, Bah, l'histoire, c'est plus la même. ouais, mais Tu peux pas justement, dire, tu peux pas dire le mec, il va être capable de recourir ce temps-là dans sa vie, puisque la preuve, il l'a jamais refait. Il l'a fait une fois, le jour où il a battu le record, et après ça, il ne l'a jamais refait. Donc, dire, ah oui, mais non, t'aurais dû t'économiser, pour moi, c'est antisportif, en fait. Mm. C'est parce que on te dit, bah non, sois pas aussi excellent que tu pourrais l'être dans ton domaine et dans ton sport. Et je comprends qu'il y a des calculs, que c'est Sheffield et que c'est machin, mais pour moi, c'est dans une certaine mesure, si tu as les moyens de le faire et que tu décides de ne pas le faire en le faisant exprès, pour moi, c'est très intelligent, tout ce que tu veux, mais dans une certaine mesure, c'est anti-sportif parce que c'est contre l'esprit du sport qui veut que tu donnes le meilleur de toi-même tout le temps. Mais justement, tu trouves pas que c'est un des inconvénients de Sheffield, que ça Ah, si, inhibe en fait les athlètes à performer au monde? si, si. Carrément. Et Moi, c'est la plus grosse critique, je pense, quand tout le monde peut faire à Ouais. Sheffield, c'est ça. C'est que ça pousse les athlètes à ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils le donnent que quand ils sont obligés. Et du coup, en fait, c'est limite désavantageux d'être dans une catégorie où il y a une grosse concurrence contre un gars où il n'y a pas de concurrence dans sa catégorie. Parce que si tu gagnes sans avoir besoin de bouger le record du monde, et à côté de ça, tu as un gars, il gagne, et pour gagner, il doit bouger le record du monde de 30 kilos, c'est pas la même, tu vois. Bah, de toute façon, on le voit avec les 69, tu vois, il y a 3 athlètes en 69 et le record chez les féminines, il est quand même assez bas par rapport au niveau de la KT, quoi. Donc, honnêtement, en prévision, tu vois, on sait que celle qui va gagner Sheffield, ce sera probablement une 69, si tout se passe bien, quoi. Ah oui. À part si regarde tu l'année sors dernière un avec les miracle, 52. mais... Probablement même podium. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, bien avec sûr. Tiff, on va essayer de faire le miracle, tu vois, mais probablement podium. à nous. 109. Non, mais c'est Non. vrai parce qu'il n'y a pratiquement aucun record qui a été battu au total dans toutes les catégories au championnat du monde de cette année et même celui de l'année dernière parce que il y avait Sheffield en vue et que il y a beaucoup d'athlètes qui ont préféré se préserver parce que comme Panal disait, il n'y avait pas de concu, etc. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, pas ouf, quoi. Ouais. Mais en fait, justement, ça m'amène à la question suivante que je voulais poser, c'est pour ceux qui ne savent pas déjà le système actuel de Sheffield, c'est par combien de pourcents tu peux battre le record du monde. Et justement, la première année, on a vu des gros pourcentages au-dessus du record. Et logiquement, ça va commencer à se réduire et à se réduire cet écart entre le record du monde et ce que les athlètes peuvent réaliser. Et du coup, à votre avis, quelle serait la deuxième meilleure formule pour un Sheffield? Parce que j'imagine d'ici 3-4 ans, ça va se jouer à des 0,01%, quoi. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le concept qu'on a mis en place lors du Center Meet cet hiver à Lyon. De équipe en fait, une équipe contre une autre équipe avec des match-ups directs. Alors après, tu fais des match-ups à la formule, à l'indice. Évidemment, bon, tu pourras toujours dire oui, il y a certaines catégories qui sont avantagées par l'indice, d'autres non, etc. Mais en fait, il n'y a pas de système parfait qui existe quand tu veux comparer des choses dans l'absolu assez incomparables. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Sheffield, c'est quoi? Sheffield, c'est un débat de GOAT. C'est ah ben non, c'est le champion moins de 66 qui est le plus fort. Ah ben non, c'est le champion plus de 120. En fait, en soi, c'est ça, c'est juste un débat entre Sangoku et Superman, qui est-ce qui gagne?
Mais bah, tu sais pas, parce que Sangoku, il a son univers à lui et Superman, il a son univers à lui. Et toi, Donc, t'es qui, gros? moi, je suis Vegeta, gros. Ah Je suis Vegeta. Mais du coup, je pense que tu ne pourras jamais trouver un système parfait qui va satisfaire tout le monde. Le système aura forcément des défauts. Mais entre nous, je préférerais un système qui a des défauts de sorte à ce que, imaginons, un moins de 66 sera avantagé contre un plus de 120 à l'indice. Donc, ça n'a pas trop de sens de faire ce match-up. Mais je préférerais ça plutôt qu'une formule qui oblige les athlètes à ne pas exprimer leur plein potentiel lors des championnats du monde. Je pense que c'est mieux d'avoir une formule avec un petit défaut que celle-là. Maintenant, la formule est stylée de Sheffield. Moi, là, cette année, tu vois, je ne vais pas me plaindre parce que cette année, le record du monde de ma catégorie est probablement un des records les plus battables. Donc, voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Que Merci, Inch'Allah, merci, monsieur dans Pacloud. 3 semaines, on va boire la soupe. Donc, je ne vais pas te cracher dedans. Mais malgré tout, je pense que pour le développement du sport, du point de vue, encore une fois, purement sportif, derrière les valeurs que ça représente, c'est pas la meilleure des formules. Ok, du coup, bah, on a parlé de la compète. Maintenant, on va parler de vous. Vous sentez Waouh. comment sur cette prépa? Il y a combien? 3 semaines encore? Ça donne quoi? Un peu Vous moins de 4 sentez semaines. comment? Un peu moins de 4 Et semaines. du coup, est-ce que la méta camp d'entraînement fonctionne ou pas? Bah oui. Bah oui. Les hommes mentent, pas les chiffres. Les hommes mentent. Ah Vas-y, Tiff, je te laisse commencer. Ok. Moi, je l'ai dit précédemment, j'ai quelques gènes qui, on va dire, m'empêchent de performer et de faire la prépa que je veux pour être à 100%, etc. Maintenant, avec Pana, on arrive quand même à gérer comme il faut les entraînements. On fait tout pour avoir un gros squat, tout pour avoir un gros bench. Le deadlift, Tout the moon. merci qu'il est là le jour. Mais non, en vrai, c'était un petit peu en dents de scie. Maintenant, on va dire que j'ai l'habitude, et comme Pana l'a dit pareil tout à l'heure, on peut jamais être tout le temps à un top niveau. Enfin, c'est impossible. Il n'y a aucun athlète dans n'importe quel sport qui fait toujours des prépas où il est à 100%, etc., etc. Donc voilà, moi pour le coup, c'est cette prépa-là. Maintenant, je vais faire de mon maximum. J'ai 3 objectifs en tête. Je sais qu'ils sont réalisables et je vais tout faire pour les réaliser. Donc voilà, maintenant, au niveau de la prépa, on va dire que ça se passe. Yes. Ça se passe. Ça se passe. Moi, ça va. Je pense, sans trop me tromper, dire que j'ai la meilleure forme de ma vie actuellement. J'ai fait ma plus grosse séance all-time il y a une dizaine de jours. Samedi, pas ce samedi-là, mais du coup, samedi, du coup, en gros, quand on est rentré de New York. Par rapport à ce que tu as dit, en fait, sur le camp d'entraînement, oui, ça marche, mais en fait, c'est plutôt que ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a aidé, c'est en fait quand tu es entouré de gens qui, qui donnent la même importance que toi à ce sport ou à l'entraînement. En fait, c'est ça qui booste, tu vois. Et pendant cette période-là où on était à New York, j'étais avec d'autres personnes. Donc, j'étais avec Tiff, j'étais avec Julien, j'étais avec Rick, j'étais avec Lia, j'étais avec Thierry. J'étais avec d'autres personnes, en fait, pour qui l'entraînement compte énormément. Et du coup, si tu veux, c'était un peu en mode le moment qu'on attendait tous. Et quand j'ai dit à New York, on a fait des boulots, c'était pas forcément, j'ai fait que des séances excellentes, mais à chaque séance, j'ai toujours trouvé quelque chose à améliorer, tu vois. Que ce soit la mentalité que j'ai à l'approche de cette séance, que ce soit l'exécution technique que j'ai pu avoir, que ce soit mon standard, la descente, enfin, peu importe. J'ai toujours cherché un truc à améliorer sur chacun des entraînements que j'ai fait là-bas. Et je pense que j'avais besoin de prendre du recul un petit peu après les championnats d'Europe et de revoir un petit peu les choses. Et là, j'en suis là aujourd'hui. Donc, la manière dont je peux l'exprimer le mieux pour moi, c'est je m'entraîne comme si Sheffield allait être la dernière compétition de ma vie. Tu vois, c'est genre, imagine après Sheffield, on me dit, écoute, Pana, c'est mort, tu peux plus faire de compète. Je veux me rappeler de Sheffield comme la plus belle compétition de ma carrière. Bah, Donc, je m'entraîne pour ça, en fait. ça ressemble un peu au mood que tu avais avant les mondes.
de ce que je vois actuellement. Ouais. J'ai un peu C'est ce l'impression. Mais tu sais, moi aussi, je pense que j'ai une autre explication à ça et pourquoi, en fait, toi, aller en vacances, ça fonctionne pour toi. Non, sérieux, je pense que c'est en fait, quand tu pars, quand tu quittes la France, tu pars en vacances, je pense que tu déconnectes et genre, t'es en mode, là, je suis vacances, je veux pas penser à autre chose, je veux juste kiffer avec mes potes et m'entraîner. Et je pense même, tu sais, tu parlais de la charge mentale avant, je pense que c'est un facteur qui affecte beaucoup. Et Ouais, du coup, probablement. franchement, j'ai hâte de voir ça. Bah après, tu sais, c'est pas je m'intéresse un peu au MMA et tout, et Mm. bah, tu sais, des fois, ils font des training camps, et les training camps, souvent, bah, c'est pas chez eux. Des fois, ils bougent un peu, et ils déménagent, et c'est pas impossible ce que tu dis. Donc, du coup, je vais faire un Tipeee, comme ça, je dirais, les boys, j'ai besoin Vas-y. d'aide pour mon training camp. J'ai besoin absolument d'aller à Bali pour mon Ouais. camp d'entraînement. Là, il y a les World Games, il faut un camp d'entraînement de 3 mois, les gars. Donc, Non, mais clairement, ça peut jouer. Clairement, ça ouais, peut jouer. ouais. Après, peut-être aussi que quand je suis à l'étranger, je change un petit peu de perspective. C'est pas impossible. Et que ça me permet de prendre du recul, tu vois. Euh, c'est pas impossible, ouais. Ok, ok. Et du coup, tu sais, t'as lancé tes troisième barres hier quand on était à la salle. Tu veux en parler ou Ouais, bah carrément. J'ai pas de honte. Il n'y a pas de honte à chasser un objectif immense, tu vois ce que je veux dire, que tu réussisses ou pas. Et du coup, bah ouais, clairement, pour mes troisième barres, en fait, si tu veux, ma logique, elle est très simple. C'est dans ma vie, j'ai déjà sorti toutes ces barres-là une fois au moins. Donc au squat 260 kg, au bench 180 kg et au deadlift 300 kg. J'ai déjà sorti toutes ces barres-là au moins une fois dans ma vie. Donc là, l'objectif que je me suis fixé en fait sur cette prépa, c'est avoir la prépa la plus parfaite possible pour que j'ai la meilleure forme de ma vie possible et sortir des barres que j'ai déjà sorties en fait une fois dans ma vie. Donc c'est un peu cette mentale que j'ai. C'est en fait, si tu veux, pour moi, quand tu as un objectif immense à accomplir, comme là, bah, gagner Sheffield, le fait de le segmenter en un truc beaucoup plus simple à comprendre, ça aide, tu vois. Et donc là, je me dis pas, oh, pour battre un tel, faut. Là, je suis en mode, ok, j'ai déjà fait ces perfs-là, je dois juste le refaire au poids, le jour J, là où ça compte. Parce que comme j'ai dit au début, ce qui compte, c'est pas le fait que je les ai déjà fait à l'entraînement. Ça compte à Ouais. l'entraînement. Ça compte pas le jour J en compète. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire le jour J en compète. Donc c'est un peu ça que je me suis dit. Donc oui, effectivement, c'est un peu mes objectifs actuels et ce que je pense réalisable à Sheffield. Donc après, bon, bah évidemment, s'il y a un peu plus, bah, on ira chercher plus. Il a dit qu'il y a un peu plus. Je suis KO. Il y a peut-être 40. S'il y a un peu moins, bah, on se contentera d'un peu moins. Mais c'est en gros les barres que je voudrais. Donc 260 au squat, 180 au bench et 300 au terre. Est-ce que tu regardes vite fait ce que fait Kyoto ou pas? Du coup, Je m'en vu fous qu'il est en complètement 60. de Kyoto. Genre, sans aucun manque de respect. Parce que, en fait, C'est trop tard là, gros. laissez-moi finir avant de me couper, parce que là, effectivement, là, on peut truc. En fait, pourquoi je m'en fous de Kyoto? Parce que c'est pas les championnats du monde. Je dois pas battre Ok. Kyoto. C'est pas les championnats du monde où il y a un qui va être le premier 66, le deuxième 66. Ouais. Là, moi, ce que je veux, c'est je veux le titre. Je veux la place du numéro 1. Donc, je m'intéresse autant à Kyoto que au 93, qu'au 105, qu'au 120, dans le sens où je suis pas focus sur lui en mode bon, je vais faire cinquième, mais au moins je vais battre Kyoto. Non, je vais pour Ok. faire premier. Donc si je fais premier, je peux pas regarder le mec dans ma catégorie en face. Donc je m'en fous en fait. Ouais. Et je lui souhaite de faire une bonne compète. Tu vois, ce serait stylé si jamais les deux 66 on est sur le podium. Évidemment, moi premier, lui deuxième ou troisième, ce serait pas mal, tu vois. Euh, d'avoir euh, d'avoir deux gars de la même caté sur le podium, ça prouverait que les 66 sont chauds. Donc, à la limite, je serais chaud qu'il fasse une grosse compète. Ouais. Mais est-ce que je m'intéresse à ce qu'il fait? Est-ce que je suis concentré sur lui? Est-ce que je serais concentré sur lui le jour J? Non, parce que, tu vois, je vais te dire un truc. Imagine, je fais cinquième et je bats Kyoto, je m'en fous Ouais, complet. ouais. Je m'en fous, mais complètement. Ouais, Je clairement. vais, je vais pas me rassurer en disant, ah, j'ai battu le mec dans ma. Pour battre le mec dans ta catégorie, tu as toutes les autres compètes de l'année. Tu as les championnats du monde, tu as toutes les autres compètes de l'année. Donc, la seule compète où tu es contre tout le monde, je vais pas regarder le mec dans ma catégorie, tu vois. Clairement, ouais. Et du coup, Tiffany, pour toi, est-ce que tu as des records que tu vises, tu as des barres que tu vises ou tu vas en mode je vais faire ce que je peux faire et je vais me donner à fond? C'est comment le Euh, mindset en. non, bien évidemment,
j'ai 3 objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est battre mon record au squat, battre mon record au bench et battre mon record au deadlift. Oui, bien sûr, oui. Ouais, good job. Oui, Tiffany et du coup, battre le record au total, bien évidemment. Après, je vise pas de pourcentage particulier, je vise pas de place particulière. Déjà, si je bats mon record au squat et au bench, je serais très très content et je serais déjà forcément sur une bonne lancée pour battre mon record au total. Donc bon, De toute façon, voilà. il y aura Après, Gina. Enfin, c'est important pour Gina, faut qu'il paye sa Yamaha quand même. ouais, ouais, La bien sûr. photo dégoûtie. C'est lui Aïe, qui va aïe, aïe. aller, il va me dire, ouais, mets 180, faut aller Allez. chercher la 3e place. Non, Euh, mais ouais, c'est, voilà. L'après Sheffield, en vrai, je pense que ça doit être bizarre pour. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, Tiffany, mais quand tu viens à un événement comme ça, qui est un peu genre le big événement de l'année, genre retourner sur le circuit traditionnel, ça vous fait quoi, principalement? Et bah, il y a l'arrivée des World Games en RAW, donc avant c'était en équipé. Comment vous évaluez, enfin, c'est quoi la balance que vous mettez entre bah, Sheffield, les championnats du monde, les World Games, etc. Comment vous envisagez tout ça? Enfin, c'est quoi votre mindset post-Sheffield, tout simplement? J'ai une question aussi à Ouais. rajouter à ce qu'il vient de poser, c'est est-ce qu'il y a une sorte de petite phase après ce genre de grosse compète où tu es en mode bah, la motivation qui te drivait avant n'est plus là, où il y a une baisse un peu comment dire, d'être à fond dans le sport, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut prendre un step back, se calmer pour pouvoir reprendre plus tard? C'est comment en fait cette post-gros événement pour vous? Je t'en prie. Ok. Alors, moi, personnellement, après, je pense que tout athlète est différent ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, à partir du moment où un événement est passé, c'est fini. Genre, je me concentre plus sur l'événement qui est passé, je me concentre sur le prochain et ce qui arrive après Sheffield, c'est les mondes. Donc, j'ai qu'un seul objectif, c'est remettre mon titre en jeu et battre mes concurrentes et être world champ. Donc on va dire que, genre, après je crache pas, sur, Sheffield, sur, genre toutes les compétitions que j'ai pu faire ou voilà, mais c'est juste que, bah, c'est passé. Pourquoi est-ce que je me concentrerais sur un événement qui est déjà passé alors que, j'ai d'autres, d'autres objectifs qui sont, tout aussi importants et l'année dernière, on en parlait avec Pana et Lia et je leur avais demandé, «Vous préférez être, champion du monde ou, gagner Sheffield?» Lia, elle a dit gagner Sheffield. Pana, il était champion du monde. Après, je ne sais pas si son point de vue a changé, mais moi, personnellement, je préfère 1000 fois être championne du monde que gagner Sheffield. Après, c'est un point de vue qui peut être un petit peu controversé parce que Sheffield, c'est quand même bah, les GOAT du game. Et du coup, si tu gagnes Sheffield, tu bats tous les autres. Mais voilà, donc moi, personnellement, une fois que Sheffield, sera passé, bah, je vais me concentrer sur une chose, c'est les championnats du monde parce que, les championnats du monde, sont tout aussi importants et voilà, quoi. Hmm. Bah, pour rebondir sur ta question, je pense que j'ai pas changé d'avis. Je pense que je préfère quand même gagner les championnats du monde que de gagner Sheffield. Alors après, si je gagne Sheffield dans 3 semaines, on en reparlera, tu vois, et je te dirai autre chose. Mais parce qu'en fait, regarde, pourquoi est-ce que tu vas à Sheffield, toi, Tiffany? Parce que bah, tu es la championne du monde moins de 47. Pourquoi moi je vais à Sheffield? Parce que je suis champion du monde moins de 66. Donc le jour où tu n'es plus champion du monde, bah, en fait, pour moi, c'est ce qui donne la justification du reste, en fait. Donc, quand tu es champion du monde d'un sport, d'une catégorie, bah, on sait que à ce jour, tu es le numéro 1. Ouais. Alors que bah, chez Phil, tu peux gagner et bah, ça se trouve, les gens ils vont dire ah ben non, parce que le record il n'était pas aussi haut que le truc. Donc, pour moi, le titre de champion du monde, en fait, c'est la force la plus absolue selon moi. Donc, je dirais que je préfère ce titre-là. Et après, bah, pour répondre à la question, en fait, en gros, personnellement, j'ai toujours qu'une hâte après toutes les compètes, c'est de retourner à l'entraînement. Parce que bah, si j'ai fait une bonne compète, je suis en mode, j'ai fait une bonne compète, je suis champion du monde, j'ai gagné. Ça veut dire que ce que j'ai fait jusque-là, ça fonctionne et que c'est parce que j'ai fait ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc si une fois que j'ai atteint le truc, j'arrête de le faire, ben c'est là où, entre guillemets, c'est le début de la fin en fait. Hmm. Donc quand je fais des grosses compètes, le lendemain, j'ai envie de m'entraîner. Et quand je fais des mauvaises compètes, bah, c'est pareil, je me dis, j'ai fait de la merde,
il faut revoir les choses, il faut que je retourne à l'entraînement, que je prenne du recul, que je réinvente certaines choses, que je modifie ma technique, que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc, bah, le seul endroit pour le faire, c'est l'entraînement. Donc, en fait, après, mentalement, tu vois, j'ai pas forcément on va dire, de crash après les grosses compètes. Parce que, bah, comme additif, en fait, c'est le moment où tu te concentres sur autre chose. Parce que bah, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais pendant 3 semaines, 4 semaines, 2 semaines avant une compétition, bah, c'est dur de penser à autre chose. Alors, c'est pas qu'on pense 100% à la compétition tout le temps H24, mais c'est plutôt que quand tu penses à autre chose plus de 20 minutes, après, il y a un moment où tu sais, t'as un truc dans la tête où tu es en mode ah, mais en fait, dans 3 semaines, il y a Sheffield. Donc, c'est pas ultra agréable, tu vois, parce que moi, à titre personnel, ce que je dis, c'est que ça m'empêche de vraiment me concentrer à fond sur autre chose. Donc, c'est un peu chiant. Donc, en vrai, des fois, c'est cool, tu vois, de juste t'entraîner sans penser à la prochaine grosse compète qui va arriver tout Ouais, de suite. clairement. Clairement. J'ai une question. Du coup, vous êtes tous les deux montés sur le plateau. Toi en tant que coach, Tiff en tant qu'athlète. Bah, vu que vous l'avez déjà vécu une fois, vous pensez que vous allez moins être impressionné par ça en montant pour votre premier bar au squat? Ou ça va être comment vous... Genre, comment est-ce que vous voyez monter sur ce plateau? Est-ce que ça va vous perturber ou ça va plus être le cas, quoi? Genre, s'il y a de l'appréhension pour ce Franchement, plateau-là. je sais pas du tout parce que je peux jamais prévoir vraiment les émotions à l'avance. Alors, l'année dernière, j'ai pleuré 2 secondes avant mon squat, donc bon, Ouais, c'est pour ça que je pose la question. je vais pas prévoir en avance. Il y a de fortes chances que avec la pression, je refonde en larmes, mais après, c'est pas très grave. Maintenant, je pense que chaque compétition est différente, même si c'est une compétition que j'ai déjà vécue et que ce sera au même endroit avec tout autant de public, etc. Je pense que ce sera encore une fois différent. Donc, franchement, je sais pas du tout comment je vais réagir. Bah, en fait, moi, c'est bizarre, mais la première fois que Tiff est monté sur le plateau pour Sheffield pour squatter, en vrai, de vrai, il y a une toute petite partie de moi qui s'est dit ah, heureusement que je suis pas à sa place. Vraiment, je reconnais. Il y a une petite partie de moi qui s'est dit heureusement que je suis pas à sa place parce que là, tu vas aller faire un squat comme ça devant ce public-là, devant cette foule, c'est chaud. Mais en fait, j'ai repensé à un truc, j'ai repensé à mon premier squat avant les championnats du monde de cette année, enfin mon premier squat des championnats du monde de cette année. Et en fait, bah, c'était mon premier squat en compétition internationale depuis ma bulle au championnat d'Europe quelques mois auparavant. C'était un squat bah, très important puisque ça allait déterminer le reste du match, de savoir est-ce que bah, je récupère mon titre mondial. Il y a mon père qui était là, donc j'ai fait ce squat face à mon père. Donc en fait, je me dis, et à ce moment-là, j'avais aucun stress en moi, j'étais en mode, je suis en mission en fait. Donc là, j'ai un peu le même, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Mathieu, j'ai un peu le même état d'esprit qu'avant les championnats du monde. Je me sens et je me considère vraiment en mission. Et du coup, je me dis, je pense pas que je laisserai quoi que ce soit me perturber le jour J. Après, bon, c'est toujours facile. Là, je suis dans mon salon, il y a mes chiens qui dorment à côté, tu vois, j'ai pas 3000 personnes en face de moi qui me hurlent dessus avec plein de lumière et tout. Mais je pense que l'avoir déjà vécu une première fois avec Tiff l'année dernière, ça m'a aidé, ça m'a permis de voir entre guillemets à quoi m'attendre. Et surtout, je serais dans un endroit un peu psychologique, mental, où je pense que je ne laisserai pas quoi que ce soit me détourner de mon objectif. Ok. J'espère. On va terminer quand même un petit point sur vous, l'après quand même les prochaines années. Où est-ce que vous vous voyez? Bah, Pana, t'en as un peu plus parlé, mais Tiffany, du coup, parce que bah, Tiffany, elle est un peu plus jeune que Pana quand même. Excuse-moi, Pana, mais. Ah, mec. Non, un peu, ouais, est-ce que vous voyez, ouais, dans ces prochaines années, même la place du power en global, ce que vous pouvez apporter vous au power, et ce que bah, le power un peu vous a apporté ces dernières années, etc. Un peu un aspect plus global, bah ouais, c'est ça, sur les 2-3 prochaines années, quoi, du powerlifting. Ok. Alors, j'avoue que c'est un peu un sujet flou pour moi parce que, en fait, mentalement, c'est un petit peu bizarre parce que je me considère
en fait, je me vois être dans la force depuis X années, alors que ça fait 3 ans, genre en mode je suis là depuis 10 ans, je suis l'ancienne et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est assez étrange parce que il me reste encore 1 an en junior et après, je passe définitivement en open. Donc voilà. Euh, j'ai jamais fait de compétition en junior. Du coup, je sais même pas si je vais faire pour ma dernière année junior une compétition ou non. Après, je me vois pas arrêter tout de suite. Je sais que j'ai encore une marge de progression, tout du moins je l'espère, qui peut être encore grandissante. Donc voilà. Franchement, je sais pas trop. J'ai absolument pas envie d'arrêter, ni la force, ni les compétitions, On veut que ni ça, nous, quoi que on veut ce que ça, que soit. tu continues. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Après, le sport grandit aussi à côté. Comme je l'ai dit, ça fait 3-4 ans que je suis là, donc je suis encore. Je me considère pas comme un bébé, mais je suis pas non plus. Enfin, Pana est là depuis plus longtemps que moi. Il a vu le sport encore plus grandir que ce que je le vois moi maintenant. Donc, moi, j'espère juste une chose, c'est continuer comme ça et de voir encore le sport grandir de plus en plus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les compétitions, parce que plus ça va, plus les compétitions sont incroyables. On l'a vu avec l'arrivée de Sheffield, avec tout ce qui est sur les réseaux, les retranscriptions à la télé lors des compétitions, etc. Donc, je veux juste que ça continue comme ça, quoi. J'ai pas envie d'arrêter, moi. Bah, moi, je vais raconter 2 anecdotes pour un peu essayer de faire comprendre ce que je ressens. La première anecdote, c'est avant, je m'entraînais du coup à Fitness Park au tout début, tout début du Power. Et dès que je voyais un mec à la salle, désolé, dès que je voyais un mec à la salle avec des chaussures d'haltéro, j'allais le voir pour lui dire: Ah, tu fais du Power, ah, t'as des chaussures d'haltéro, tu fais du squat et tout. Et je me rappelle encore des rares fois où j'ai vu des mecs avec des genouillères SBD à la salle. J'étais en mode: Ah, en fait, on est frères. Donc, en gros, ce que je vais dire, c'est que le power, ça a toujours été un sport qui me parle à moi de fou malade. Genre, c'est un peu, c'est le sport de ma vie, je pense. Et le fait de voir des gens s'intéresser à ce sport, c'était genre un rêve trop beau pour être vrai, tu vois, déjà à l'époque. Alors là, imagine, tu vois, là, cette année, le fait de savoir qu'il y a des Français qui ont pris des billets d'avion, des hôtels et tout pour venir nous voir à Sheffield ou des choses comme ça, c'est encore, enfin, c'est trop, tu vois. Donc, du coup, l'état du power en France, c'est magnifique. C'est magnifique de voir des choses comme ça. C'est magnifique de voir cet engouement autour de ce sport, autour de nous en tant qu'athlètes aussi. C'est ultra encourageant, c'est ultra motivant, tu vois, de dire, il y a des gens, genre si je fais de la merde à Sheffield, ils vont passer une sale soirée, tu vois ce que je veux dire? C'est fou de se dire ça. Et au contraire, si je gagne Sheffield, il y a des gens, ils vont sauter dans une piscine à poil, tu vois. Enfin, c'est le. Même des gens qui sont pas forcément proches de toi, quoi. Genre Oui, des gens oui, que tu connais voilà, même Ouais. pas, ça toi. se trouve, et il y en a peut-être dans l'eau que je connais pas, que j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Et ils vont se réjouir de. Et d'ailleurs, par exemple, quand j'avais gagné les championnats du monde, on m'avait envoyé des vidéos, des gars que je connais pas dans leur salon, avec leurs parents, en train de hurler avec les larmes aux yeux et tout, pour ma victoire au championnat du monde. Donc, du coup, tu vois, J'avoue, je l'ai fait. J'avoue, je l'ai fait. c'est magnifique, tu vois, c'est trop Ouais, beau. j'avoue. Donc clairement, moi, c'est ça qui me parle. Et du coup, pour en revenir un peu à la question de comment je vois mes 2, 3 prochaines années, je les vois comme ça. Je les vois à continuer de vivre ces moments-là, ces expériences-là, donner le meilleur de moi-même pour créer, on va dire, mon héritage en tant qu'athlète. Et après, c'est sûr que une chose qui me, on va dire, distingue un peu de Tiff, c'est qu'effectivement, je suis plus vieux, ça fait plus longtemps que je suis dans le sport, etc. Donc, je suis probablement plus proche de la fin que du début. Mais la manière dont j'aime le voir, je pense que je suis à mon prime, tu vois. Donc, une chose est sûre, c'est que dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, quand j'y serai plus, je veux repenser à ces années-là, je veux regarder ces podcasts, ces vidéos, en me disant: Ah, le boy était chaud. Quand même, j'étais chaud. Donc là, c'est ça, en gros, qui m'anime en ce moment. C'est me prouver au moi de dans 5 ans, 8 ans, 10 ans. Ouais, t'étais bouillant. C'est quelqu'un, ouais. Ouais, t'étais chaud, t'étais le gars, tu vois. Et du coup, voilà. Donc,
Et même, je pense que ça me motive encore plus de savoir que je suis plus proche de la fin que du début. Ça me motive encore plus parce que je me dis, le jour où ça s'arrêtera, je veux aucun regret. Et c'est pour ça que je m'entraîne comme je m'entraîne. C'est pour ça que je fais autant de compétitions que j'en fais. C'est parce que quand ça s'arrêtera, je veux pouvoir regarder en arrière et dire, c'était stylé quand même. C'était pas mal. Donc voilà. Donc du coup, les 2-3 prochaines années, une chose est sûre, je serai là. Je me battrai pour être au top. Je ferai de mon mieux pour continuer à aider ce sport qui m'a tant apporté, à donner pour ce sport qui m'a tant apporté aussi, qui m'a tant donné en retour. Et puis après, aussi voilà, continuer à essayer d'aider les athlètes qui m'accordent leur confiance à la salle. Donc Tif, Goutti, Eric, Ciel, Cure, Sauvan pour en citer quelques-uns. Et essayer de faire des belles choses sportives. Ouais, c'est ça que je voudrais faire. Au pire, il y a Master 1. Hein. Master 1, il y a tout à conquérir. Hier, on en a parlé en plus. Non, une chose est sûre, comme j'ai dit, le jour où je serai plus compétitif, je pense que j'arrêterai les compètes. Je continuerai de m'entraîner, ça c'est une évidence. Toute ma vie, je m'entraînerai, mais j'arrêterai les compétitions si je vois que je suis plus compétitif. Donc du coup, Master 1, honnêtement. Bon, après, peut-être quand j'y serai, je kifferai et je voudrais trop en faire. Hein, j'en sais rien. Mais là, tout de suite, je sais pas. Quand tu as été champion du monde Open, quand tu as goûté à Sheffield et tout, je pense qu'il y a certaines choses qui perdent un peu de leur saveur derrière. Mais on sait jamais, tu vois. Faudrait que tu reviennes genre dans 40 ans au Master Non. 4 sur Ouais, une petite compète régionale. On est là. Master 4, tu annonces le retour. Les gens, ils sont Je te là. jure. Oh les gars, il est revenu. Et là, tu vois un papy. Il y aura que des papis dans la Tu vois salle. les mêmes personnes qui ont acheté des billets pour Sheffield, là, 40 ans plus tard, avec leur petit allez de Ganouche. Ouais. Ce canouche. Et tu vois gamin, ce mec-là, il y a 40 ans. 40 ans. Tu sais, comme nos darons, ils nous disaient, lui, là, je me suis Oh ouais. enjaillé sur ses sons. Bah, tu vois, ils diront pareil avec The Ganouche. Ah, je te jure. Ah là là. Messieurs, il ne nous reste pas grand-chose à aborder, à part si toi, Mathieu, tu as encore des points. Non, à pour moi, dire. c'est. Merci de fou, enfin messieurs, dames, excuse-moi Tiffany. Merci de fou d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était grave cool. Et Merci à vous. Hein. en vrai, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de prépa. Yes. Et to the moon. Hein. To the moon, Ouais. tu connais. On a promis quelque chose avec Tiff, c'est que les Français qui nous regarderont, et même pas que les Français, puisqu'il y a d'autres nationalités qui nous regardent, en tout cas, on va tout faire pour rendre tout le monde fier. Et on va faire un boulot. À Sheffield, on va faire un boulot, c'est à nous. À nous.